C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Un début de campagne tendue en Algérie, manifestations nocturnes et vagues d'arrestations. Amnesty International dénonce le climat de répression à moins d'un mois de la présidentielle. La réaction dans ce journal de Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. La présidentielle en Guinée-Bissau. Pour l'occasion, notre correspondante dans la région, Sarah Sako, s'est rendue sur place et nous a livré une série de reportages. Ce soir, vous verrez que l'une des principales préoccupations de la population, c'est l'amélioration des conditions de vie. La Guinée-Bissau est l'un des pays les plus pauvres au monde. Et puis ce soir, nous allons tenter de comprendre pourquoi les femmes africaines n'ont pas accès au crédit pour leurs projets autant que les hommes. Et c'est la diva béninoise Angélique Kidjo qui nous en parlera sur ce plateau. Elle soutient une initiative pour aider ces femmes. Elle sera avec nous à la fin de ce journal. En Algérie, au fur et à mesure que la présidentielle approche, la mobilisation contre le scrutin augmente et la répression contre les manifestants aussi. Amnesty International a dénoncé aujourd'hui la tenue d'une campagne dans un climat de répression. Une centaine de personnes ont été interpellées hier lors de manifestations nocturnes. La plupart d'entre eux ont été relâchés. D'autres ont été condamnés à des peines de prison. Un homme accusé d'avoir perturbé un meeting de campagne d'Ali Benflis a été condamné à 2 ans de prison ferme. Célia Caracena a pu joindre Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Écoutez sa réaction. Il y a eu des procès avec des verdicts lourds. Chaque jour, nous assistons à des dizaines d'interpellations, à des dizaines justement de meetings qui n'arrivent pas à se tenir vu le rejet massif de la population, de l'élection elle-même et des candidats. Nous assistons à des centaines maintenant d'interpellations chaque jour à l'échelle nationale sur toutes les wilayas d'Algérie. On assiste vraiment à une campagne d'interpellations massives. La population qualifie cette campagne électorale de campagne d'arrestation, carrément. Les gens ne sont pas prêts à rentrer chez eux après 9 mois de mobilisation malgré la répression. On a la chance d'avoir un mouvement pacifique. Les gens aujourd'hui s'accrochent à cette expression pacifique, mais je reste sceptique à ces élections. C'est un bras de fer qui s'installe jusqu'où. Direction la Guinée-Bissau, où quelques 700 000 électeurs sont appelés aux urnes dimanche prochain. Ils doivent choisir un président parmi les 12 candidats, dont le président sortant, José Mario Vaz, et Domingos Pereira, son rival politique. Parmi les principales préoccupations des Bissau-Guinéens, la pauvreté, les conditions de vie sont difficiles dans le pays. Reportage de Sarah Sako. Matinée particulièrement chargée pour Sabado, qui reçoit une 60aine de patientes dans ce centre de santé de proximité. La sage-femme exerce dans le secteur public depuis 15 ans, toujours avec la même passion. J'adore mon métier. Ça me tient vraiment à cœur d'aider les femmes enceintes. Un engagement qui s'accompagne de conditions de travail difficiles. Sabado gagne tout juste 72 000 francs par mois, une centaine d'euros. Le salaire est dérisoire et il n'est pas payé à temps. Parfois, il met 2 mois à arriver, comme en ce moment. Pourtant, je travaille pour l'État et on n'a pas de salaire. Le gouvernement n'entend rien, surtout en cette période de campagne. Nous accompagnons Sabado dans la banlieue sud de Bissau, où elle vit avec ses 3 enfants et son mari, Aruna. Fonctionnaire à la retraite, ce dernier peine lui aussi à percevoir sa pension. À la veille du scrutin, c'est un regard plein d'amertume qu'il porte sur les politiques de son pays. Vous voyez comment on habite? Rien n'est fait. Vous voyez les routes? Rien n'est fait. Les gens ne font que parler, ne font que bavarder. Ils ne s'occupent qu'à leur poche et à leur famille. Rien n'est fait. Rien du tout. À 20 ans, Sarah ira voter pour la première fois. Elle espère que le prochain président pensera enfin à l'éducation des jeunes. J'attends du nouveau président qu'il crée les conditions pour que nous, les jeunes, puissions étudier et obtenir un emploi après. On veut aussi une vraie université publique. 2 Bissau-Guinéens sur 3 vivent en dessous du seuil de pauvreté selon la Banque mondiale, un tiers dans l'extrême pauvreté. Un défi de taille pour le prochain président.
En Côte d'Ivoire, la couverture maladie universelle est entrée en vigueur le 1er octobre dernier. C'est la mesure phare du grand programme social du gouvernement contre une cotisation mensuelle de 1000 francs CFA. 70% des frais de santé des Ivoiriens sont remboursés. Mais vous allez le voir, près de 2 mois après son lancement, sa mise en place connaît quelques difficultés. Reportage de Thaïs Brook. Depuis le lancement de la couverture maladie universelle, la CMU, les centres d'enrôlement ne désemplissent pas. Cette mère célibataire a fait une vingtaine de kilomètres avec ses 5 enfants pour venir s'enregistrer. Contre une cotisation mensuelle de 1000 francs CFA, 70% de ses frais de santé, médicaments et consultations seront pris en charge par l'État. C'est-à-dire qu'un enfant tombe malade, le temps de faire la consultation, et les prises de sang, les médicaments, ça va de 30 à 50 000 francs. Mais avec la CMU, ça va me coûter moins que ça, vu que je vais cotiser chaque mois. Mais sa mise en œuvre connaît déjà quelques fausses notes. Les médicaments éligibles sont distribués par l'État, mais beaucoup n'ont pas encore été livrés. Alors les bénéficiaires ont souvent dû régler leurs médicaments au prix fort. L'opérateur qui est chargé donc de mettre à disposition ces médicaments-là nous a assuré que les médicaments sont rentrés effectivement en Côte d'Ivoire et un schéma a été mis en place pour que ces médicaments-là soient disponibles dans les endroits qu'il faut. Les autorités le reconnaissent, la CMU est encore loin de couvrir tout le territoire et à peine 10% de la population sont enrôlés. D'ailleurs, même à Abidjan, la CMU reste une énigme pour beaucoup. Non, ça ne me dit rien. C'est la première fois d'entendre ça. Quand d'autres regrettent qu'elle ne soit acceptée que dans des hôpitaux publics, à la limite de la saturation. Cette carte-là, elle ne sert à rien. Pas pour les privés. Or, on sait aujourd'hui que les CHU, la merde. Mais les autorités balayent cette critique. La CMU a été conçue en priorité pour les plus pauvres. Ceux qui ont la chance d'avoir une assurance privée continueront de bénéficier de leurs avantages. Mais nous devons tous ensemble créer ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui le socle de la solidarité pour permettre à la grande majorité de la population de bénéficier d'un minimum de soins de santé de qualité à moindre coût. Le gouvernement va d'ailleurs prendre en charge les cotisations de 500 000 personnes, considérées comme les plus vulnérables du pays, pour qu'elles aussi puissent avoir accès à une couverture maladie. Ce soir, nous recevons la diva béninoise Angélique Kidjo. Elle vient d'être nommée aux Grammy Awards, mais elle n'est pas là pour parler d'elle. Elle est là pour parler des femmes qu'elle souhaite aider. Lors du dernier G7 à Biarritz, l'artiste béninoise a annoncé avec la Banque africaine de développement une contribution exceptionnelle du G7 en faveur de l'AFAWA, Affirmative Finance Action for Women. L'AFAWA est une initiative panafricaine qui a pour objectif de faire en sorte que les femmes aient accès au crédit pour leurs projets autant que les hommes. Cette initiative en Afrique sera officiellement lancée lors du sommet mondial sur le genre à Kigali, au Rwanda, en novembre prochain, très prochainement. Merci beaucoup, Angélique Kidjo, d'être avec nous sur ce plateau. Tout d'abord, pourquoi cette initiative vous tient-elle à cœur ? Cette initiative me tient à cœur parce que ça commence avec ma grand-mère paternelle. Quand elle a commencé son commerce, elle n'avait pas accès au crédit. Et quand elle a commencé à générer des profits, elle n'avait pas non plus accès au crédit. C'est-à-dire que les femmes qui sont dans les marchés, qui font vraiment des affaires, qui savent ce que c'est que l'argent, n'ont pas accès au crédit parce qu'elles ne sont pas propriétaires de leur terre ou elles n'ont pas de caution à donner et parce que tout simplement, on n'a pas envie de faire des affaires avec elles parce que la plupart d'entre elles n'ont pas été à l'école, ne savent ni lire ni écrire. Mais savoir lire et écrire, est-ce que ça vous permet de comprendre l'argent ? Ce n'est pas ça qui vous permet de comprendre l'argent. Savoir ce qui marche, ce qui se vend, c'est ça la chose la plus importante. Et ces femmes m'ont parlé à plusieurs reprises de l'emprise que c'est que les microcrédits sur elles. Les microcrédits qu'au départ, on disait que ça allait sortir les femmes de la pauvreté, n'ont pas sorti toutes les femmes de la pauvreté. Les taux sont absolument trop élevés et les femmes, même si elles remboursent, elles n'ont pas suffisamment d'argent pour réinvestir dans leur business, de mettre leurs enfants à l'école, de mettre 3 repas par jour et de faire face à toutes les dépenses imprévues qui peuvent arriver tous les jours. Donc, moi, je pense que les femmes africaines sont vraiment la locomotive des économies du continent africain. Alors, il y a un chiffre qui marque les esprits. Il y a un déficit de financement de 42 milliards de dollars entre les hommes et les femmes. Pourquoi cette différence ? Pourquoi cette différence ? Parce que il faut savoir que les directeurs exécutifs de toutes les banques sont pratiquement en Afrique, sont des hommes. L'égalité des genres, on en parle, on le retrouve aussi à ce niveau-là. Parce qu'on part du principe qu'une femme, une fois qu'elle est mariée, qu'elle a des enfants, elle n'est bonne qu'à ça. Et qu'elle doit être perçue comme une esclave, comme une mère,
mais pas comme une personne douée d'intelligence. Pas comme une chef d'entreprise. Pas comme une chef d'entreprise, pas comme une personne douée de raison pour décider de sa propre vie et de son propre corps. Et c'est là où les crédits aussi arrivent à créer cette différence. Les différences de genre sont là, mais les crédits sont là aussi pour freiner les femmes à évoluer. Alors qu'on sait très bien que quand on fait un crédit à une femme, elle le paie plus rapidement et mieux que les hommes. Donc, je ne comprends pas les banques. Si les banques sont faites pour faire de l'argent, les femmes sont les premières clientes auxquelles ils doivent s'adresser. Et c'est là que moi je viens, parce que ces femmes ne demandent pas la charité. Ce que demandent les femmes africaines, c'est un partenariat. C'est-à-dire les aider à comprendre comment développer leur business. Et aussi, cette initiative AFAWA va permettre aux banques aussi de former au sein des banques des gens qui parlent à ces femmes-là. Alors justement, on va parler de formation des femmes. Cette inégalité n'est-elle pas installée dès le plus jeune âge? On voit encore cette pratique où les filles ne sont pas scolarisées. Parfois, on privilégie les garçons quand on n'en a pas les moyens. Elles ne sont pas prioritaires pour aller à l'école. Est-ce que ça ne joue pas dès l'enfance, cette inégalité? Tout se joue dès l'enfance. À partir du moment où une mère élève son garçon en lui disant « t'es plus importante que ta sœur », ça continue. Donc, si on a les problèmes d'égalité des genres, c'est nous les femmes qui devons devoir nous questionner. Comment on élève nos enfants? Un garçon est comme une fille, à la maison, on a les mêmes droits. Moi, j'ai été élevée dans une maison où on avait les mêmes droits. Donc, si mon père a été capable de le faire, aucun homme en Afrique ne peut me dire que ce n'est pas possible. Je ne comprends pas la peur. Je crois que c'est la peur des femmes que les hommes ont qui font que les hommes pensent que leur pouvoir et leur virilité, leur supériorité, c'est dans l'asservissement de la femme. Et ce n'est pas vrai. Si la femme n'est pas libre, cet homme n'est pas libre. Qui c'est qui l'amène sur cette terre? Ce n'est pas un homme qui donne naissance à un garçon comme une fille, c'est une femme. Donc on est dans cette logique, il faut changer les mentalités complètement en Afrique et voir les femmes comme des partenaires. Ce sont les femmes qui feront diminuer la pauvreté. Si on donne accès au crédit aux femmes, on réduira la pauvreté parce que nos gouvernements, ce n'est pas leur priorité, ils n'en sont pas là, mais les femmes sont celles qui souffrent le plus. Alors, très rapidement, sur quels critères vous basez-vous pour choisir celles qui auront ce financement, qui auront cet avantage? Mais c'est là où je vous parle de formation au sein de la banque pour aller vers les femmes. Moi, par exemple, au Bénin, j'ai déjà un groupe de femmes qui sont là, qui peuvent les guider vers d'autres femmes au marché. Moi, je commence toujours par mon pays. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, j'aimerais que toutes les femmes dans tous les pays d'Afrique se rassemblent, forment des comités. Et je suis en train de préparer ma structure pour avoir accès à elles, qu'elles puissent me parler. Parce que moi, ce que je vais faire, je serai leur voix. Si quelque chose ne marche pas, elles peuvent me parler par le canal que je vais créer directement. Et moi, je pourrai faire pression par rapport à mon rôle auprès de la Banque africaine du développement et auprès du président français Emmanuel Macron. Alors peut-être plus de femmes dans les banques, ça aidera aussi je crois que à résoudre le problème. Je pense que dans le monde entier, si on met les femmes plus en avant dans les entreprises, on vivra dans une société plus en paix et plus équilibrée. Parce que regardez ce qui se passe. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, toutes les femmes qu'on a vues sur cette émission, ce n'est pas des femmes qui ont besoin de la charité. Elles ont envie de travailler, elles ont une fierté. Pourquoi est-ce que les hommes sont dans cette logique de se dire « moi d'abord et les femmes, on s'en fout ». Mais c'est pas bon, parce que si la femme ne réussit pas, l'homme ne réussit pas non plus. Ah ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Angélique. Merci beaucoup, Angélique Kidjo, d'avoir accepté notre invitation, d'être venue nous parler avec autant de passion de votre mission et de votre initiative. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.